Donc là, dans cette vidéo, on reste toujours dans les classes. Et là, cette fois-ci, on va voir les mixins. Donc comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, à un moment donné, j'étais tombé sur les mixins. Donc les mixins en JavaScript. Donc les mixins sont aussi utilisés avec le préprocesseur Sass. Donc lorsque l'on fait du CSS, on utilise le préprocesseur Sass. Et donc dans le SCSS, on a aussi les mixins. Et les mixins, c'est très pratique. Donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur le sujet. Donc je découvre les mixins et on va voir donc ce que c'est puis comment ça se présente dans le code. Donc, les mixins, le but va être de partager des propriétés méthodes entre plusieurs objets et classes. Les sous-classes abstraites ou mixins sont des modèles templates pour des classes. Donc là, qu'est-ce que nous dit Wikipédia? Donc, en programmation orientée objet, un mixin ou une classe mixin est une classe destinée à être composée par héritage multiple avec une autre classe pour lui apporter des fonctionnalités. C'est un cas de réutilisation d'implémentation. Chaque mixin représente un service qu'il est possible de greffer aux classes héritières. Donc sur Wikipédia, on tombe sur l'article ici, là. Donc après, on a d'autres informations du style différence avec une classe, différence avec une interface, différence avec un trait. Donc voilà pour les informations que nous fournit Wikipédia. Donc après, on va aller sur le MDN, donc sur la documentation JavaScript. Donc MDN, les mixins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc on arrive sur référence JavaScript et on va sur classe. Donc après, il faut descendre. Donc les mixins, les sous-classes abstraites ou mixins sont des modèles templates pour des classes. Une classe ECMAScript ne peut avoir qu'une seule classe parente et il n'est donc pas possible, par exemple, d'hériter de plusieurs classes dont une classe abstraite. Donc une classe abstraite, c'est une mixin. Okay. La fonctionnalité dont on souhaite disposer doit être fournie par la classe parente. Une fonction peut prendre une classe parente en entrée et renvoyer une classe fille qui étend cette classe parente. Cela peut permettre d'émuler les mixins avec ECMAScript. Donc là, on a un exemple, pas facile à comprendre. Une classe utilisant ces mixins peut alors être écrite de cette façon. Ok, donc nous on va utiliser une autre manière de faire ça. Donc après on a des informations sur le glossaire mixin du MDN. Donc là mixin, un mixin est une classe ou une interface dans laquelle une partie ou la totalité des méthodes et des propriétés sont implémentées en exigeant qu'une autre classe ou interface fournisse les éléments manquants. La nouvelle classe ou interface inclut alors à la fois les propriétés et les méthodes du mixin ainsi que celles qu'il définit lui-même. Toutes les méthodes et propriétés sont utilisées exactement de la même façon, qu'elles soient implémentées dans le mixin ou dans l'interface, ou qu'elles soient la classe qui implémente le mixin. L'avantage des mixins est qu'ils peuvent être utilisés pour simplifier la conception d'API dans lesquelles plusieurs interfaces doivent inclure les mêmes méthodes et propriétés. Par exemple, donc le Windows or Worker Global Scope mixin est utilisé pour fournir des méthodes et des propriétés qui doivent être disponibles à la fois sur les interfaces Windows et Worker Global Scope. Le mixin est implémenté par ces deux interfaces. Donc pour approfondir culture générale, Wikipédia. Ok. Donc pour utiliser les mixins dans JavaScript, on va utiliser donc deux choses. Donc le prototype et l'object assign. D'ailleurs, ils ont employé le terme mixin au masculin et en CSS, de ce que je peux voir, on dit une mixin. Alors qu'ils emploient le terme un mixin. Donc qui c'est qui a raison, je ne sais pas. Donc on va voir le prototype. Donc ça, on en a entendu parler là dans les différentes vidéos précédentes là. Donc on va faire un petit point dessus, même si je ne maîtrise pas le sujet. JavaScript est un langage dynamique et ne possède pas de concept de classe à part entière. JavaScript continue de reposer sur l'héritage prototypique. En ce qui concerne l'héritage, JavaScript n'utilise qu'une seule structure, les objets. Chaque objet possède une propriété privée qui contient un lien vers un autre objet appelé le prototype. Donc là, ce qui est important, c'est propriété, objet, prototype. Ce prototype possède également son prototype et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un objet est nul comme prototype. Par définition, nul ne possède pas de prototype et est ainsi le dernier maillon de la chaîne de prototype. Donc le prototype, c'est la propriété d'un objet, mais caché. La majorité des objets JavaScript sont des instances de object, de l'objet global object, qui est l'avant-dernier maillon de la chaîne de prototype. Bien que cette confusion entre classe et prototype soit souvent avancée comme l'une des faiblesses de JavaScript, le modèle prototypique est plus puissant que le modèle classique et il est notamment possible de construire un modèle classique à partir d'un modèle prototypique. Donc c'est pas évident de comprendre tout ça, surtout quand on débute en JavaScript. Donc là, lorsqu'on clique sur le lien, on tombe sur héritage et chaîne de prototype dans JavaScript. Donc ça, c'est ce que je viens de lire. Et après, on a d'autres informations comme héritage et chaîne de prototype, propriété héritée. Là, on a un exemple. Méthode héritée. Utiliser les prototypes avec JavaScript. En JavaScript, comme mentionné ci-dessus, les fonctions peuvent avoir des propriétés. Toutes les fonctions ont une propriété spéciale intitulée prototype. Donc, toutes les fonctions ont une propriété spéciale intitulée prototype. Comme mentionné avant, faire un truc, donc ça c'est l'appel de la fonction, faire un truc possède une propriété par défaut prototype
Après avoir exécuté ce code dans une console, la console devra afficher un objet semblable à. Donc c'est ce qu'on voit souvent dans le console log là, le proto. On peut ajouter des objets au prototype de la fonction faire un truc comme suit. Donc là on voit qu'il fait faire un truc, donc la fonction, point, prototype, point, toto. Donc ça va nous intéresser pour la suite. Produira le résultat suivant. Donc là on peut voir le résultat que ça produit. Ok. On peut utiliser l'opérateur new afin de créer une instance de la fonction faire un truc. Afin de créer une instance de donc faire un truc basée sur ce prototype. Pour utiliser l'opérateur new, il suffira d'appeler la fonction et de précéder cet appel avec le mot-clé new. Lorsqu'on appelle une fonction avec un opérateur new, celle-ci renvoie un objet qui est une instance de la fonction. On peut ensuite ajouter des propriétés de cet objet. Donc là, on a le code. Donc ça, j'en aurais pas besoin. Exécuter ce code produira le résultat suivant dans la console. Ok. Donc là, si je continue à dérouler la feuille, la page, donc on voit que les prototypes, c'est pas évident à comprendre. Les différentes façons de créer des objets et les impacts sur la chaîne de prototypes. Objet créé avec les raccourcis syntaxiques littéraux, donc ça je passe. Objet créé avec un constructeur, je passe aussi, là il y a un exemple. Objet créé avec object.create, d'accord. Objet créé avec le mot-clé classe. Résumé des méthodes pour étendre la chaîne de prototypes. Donc là, bon, on voit que c'est un sujet qu'il faut creuser ça, qu'il faut étudier. Prototype et object.getPrototypeOf. Ouais. Conclusion. Il est essentiel de comprendre le modèle d'héritage prototypique avant d'écrire du code complexe qui repose sur ces notions. Donc on voit que quand tu maîtrises les prototypes en JavaScript, tu maîtrises beaucoup de choses. Parce que c'est la base du langage, mais bon, on est sur des notions avancées là. Avant que ça rentre, il va falloir un peu de temps. Il est également préférable d'avoir une idée de la longueur de la chaîne de prototypes utilisée pour les différents objets et de fragmenter cette chaîne si besoin afin d'éviter des écueils de performance. Enfin, on veillera à ne pas étendre les prototypes natifs, sauf afin d'émuler des nouvelles fonctionnalités qui ne seraient pas disponibles dans l'environnement utilisé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur prototype. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque objet possède une propriété privée qui contient un lien vers un objet appelé le prototype. Ok, donc après là, sur object.assign, donc c'est la méthode object.assign, donc c'est un objet global, donc c'est un objet global, object, donc ça c'est important. Donc le constructeur object crée un wrapper d'objet, donc un conteneur. Wrapper ça veut dire emballage, ça on l'avait vu la dernière fois. Le constructeur object crée un wrapper d'objet pour la valeur donnée. Si la valeur est nulle ou undefined, il créera et retournera un objet vide, sinon il retournera un objet du type qui correspond à la valeur donnée. Si la valeur est déjà un objet, le constructeur retournera cette valeur. Lorsqu'il n'est pas appelé dans un contexte constructeur, object se comporte de façon identique à new object. Donc là ce qui nous intéresse c'est la méthode object.assign. Copie les valeurs de toute propriété propre énumérable depuis un ou plusieurs objets sources dans un objet cible. Donc cet objet est important parce qu'on le voit souvent. Donc object.assign copie les valeurs de toute propriété propre énumérable depuis un ou plusieurs objets sources dans un objet cible. Ok, donc on va utiliser ça. Et là on voit qu'il y a beaucoup de méthodes là, dans le object. Voilà, donc on peut faire beaucoup de choses. Donc ça c'est pour l'objet. Donc voilà pour ça. Et là qu'est-ce que j'ai mis là? La méthode object, donc là je suis sur object.assign. La méthode object.assign est utilisée afin de copier les valeurs de toutes les propriétés directes non héritées d'un objet qui sont énumérables sur un autre objet cible. Cette méthode renvoie à l'objet cible. Donc pour faire les mixins, il va falloir utiliser cette méthode-là. Donc maintenant, je vais passer au code. Donc pour illustrer les mixins, je vais utiliser l'exemple que l'on a pu voir dans les vidéos précédentes. Donc je vais réutiliser ma classe livre et je vais faire la mixin dans ce programme-là. Donc là, pour rappel, là j'ai ma classe livre ici. Là dedans, j'ai fait plusieurs méthodes, affichage 1, affichage 2. Après, j'avais fait la création d'un getter, un accesseur. J'avais aussi fait la création d'un setter. J'avais aussi fait dans la classe livre une méthode statique. J'avais aussi fait une sous-classe. Donc classe ou classe pour héritage. Et donc maintenant, on va rajouter l'utilisation de mixin. Alors imaginons, j'ai ma classe livre, d'accord? Imaginons que j'ai 10 classes, 15 classes, et que dans ces classes-là, donc je sais pas, ma classe livre, etc., j'ai plein de classes, que dans ces classes, je veux rajouter donc des fonctions, une fonction, deux fonctions, mais je ne veux pas faire des copier-coller de toutes mes fonctions dans par exemple mes 10 classes. D'accord? C'est comme en CSS les mixins, c'est que dans la mixin on va mettre du code à un endroit et ce code après on va l'appeler à un autre endroit du programme on veut utiliser, mais on va pouvoir l'appeler autant de fois que l'on veut sans faire de copier-coller. Ça veut dire que le code de la mixin on va l'écrire qu'une seule fois et après on appellera la mixin autant de fois que l'on veut. C'est donc la même chose qu'avec le préprocesseur CSS, donc SAS. Donc moi je le faisais en SCSS. Donc imaginons là, donc je reviens en bas là, donc imaginons que je vais rajouter des fonctions dans ma classe livre, ben, je vais les mettre dans une mixin, comme ça je pourrais les rajouter dans d'autres classes si je veux, sans faire des copier-coller de la fonction. Donc le gros intérêt aussi c'est que si je modifie cette fonction là, ben, à l'endroit où je la modifie, eh bien les modifications seront prises en compte pour toutes les classes. Donc déjà je vais écrire mixin
Donc imaginons je crée une fonction emprunter livre. Parce que là j'ai ma classe livre et dedans je vais rajouter une méthode emprunter livre. Bon, dedans je vais mettre un console log pour voir si ça fonctionne. Console log. Et je vais écrire livre qui peut être emprunté. Donc là j'ai ma première fonction. CTRL S, donc on voit que c'est faux. Donc là je suis fatigué. Je sais pas pourquoi j'ai mis un point ici. C'est emprunter livre. Bien sûr il n'y a pas de point. J'appelle pas une méthode. Là je fais la fonction. Donc emprunter livre. C'est bon. Je fais CTRL S. Super, ça marche. Là je vais créer une deuxième fonction. Donc fonction. Et je vais l'appeler acheter livre. Voilà. Dedans je vais mettre un console log. Et donc je vais dire que ce livre qui peut être vendu. Donc là je mets le console log directement dans la fonction, je mets pas de return. Donc c'est quoi l'idée? Donc j'ai ma classe livre, et dans ces livres, il y a des livres qui peuvent être empruntés, donc la location, et d'autres livres qui peuvent être achetés, donc la vente. Et imaginons j'ai 10 classes et je veux rajouter ces deux fonctions dans les 10 classes que j'ai faites. Donc là ce que je vais faire, c'est mettre ces deux fonctions dans une variable. Donc je vais appeler cette variable option, car c'est des options pour le livre. Donc je vais l'appeler option livre égale, voilà. Dedans, je vais mettre les deux fonctions. Donc là, bien sûr, voilà, si je fais un CTRL S, il n'y a pas d'erreur, c'est sûr. Là, par contre, en faisant ça, il va falloir que je fasse des modifications. Donc là, je fais CTRL X. Je vais mettre dedans CTRL V. Là, si je fais CTRL S, j'aurai une erreur. J'aurai une erreur de syntaxe. Donc déjà, ça, je peux le virer, ça. Fonction. Si je fais CTRL S, j'ai toujours des erreurs parce que... Donc là, ok, on a le point virgule ici. Donc là, ce qui va manquer, là, comme là, je suis dans un objet, je mets fonction. Entre les objets, il faut une virgule ici. Ici, il faut une virgule. Donc si je fais CTRL S, il va peut-être me la mettre automatiquement. CTRL S, il me la met pas. Si je mets une virgule, CTRL S, c'est bon. Donc comme quoi, l'autocomplétion, ça c'est limite. Voilà, donc là, c'est bon. La syntaxe est bonne, tout fonctionne. Ok. Donc là, si je fais, voyons, console log. Et dedans, je mets option livre. Qu'est-ce que j'ai dedans? CTRL S. Donc j'ai un objet, acheter livre, avec la fonction là, et j'ai emprunté livre. Si je clique ici là, on voit que il y a marqué la prototype fonction là. Ok, donc voilà ce qu'on a lorsqu'on clique sur le prototype. Donc bon, c'est pas fini. Donc là je reviens ici comme ça. Donc c'est là où on va utiliser object assign et prototype. C'est ça qui va faire la mixin. Quoi, l'équivalent d'une mixin. Donc object, point la méthode assign. J'ouvre les parenthèses, donc dedans je vais mettre la classe livre, donc ça c'est ma classe livre, auquel je vais rattacher donc le prototype, et là je mets option livre qui est la variable où il y a les deux fonctions. CTRL S, donc ça c'est la mixin, l'équivalent. Donc je rappelle, object assign, la méthode object assign est utilisée afin de copier les valeurs de toutes les propriétés directes non héritées d'un objet qui sont énumérables sur un autre objet cible. Donc là on va mettre les fonctions qui sont dans option livre. On va les rattacher donc à la classe livre par le biais du prototype. On va rattacher ça à leur prototype, donc à leur propriété cachée. Voilà. On voit aussi la syntaxe object.assign que l'on a ici. En premier, on met la cible. Donc la cible, ça sera livre.prototype. Et la source. Cible, l'objet cible. Source, les objets. Donc ça, c'est ça. La source, c'est ici, c'est option. Donc l'objet cible, c'est la classe livre. Mais ce sont les propriétés de la classe livre. Donc par le biais du prototype, on peut y accéder comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, il faut que je prenne ça. Là, il faut que je fasse une instance de classe. Donc là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Si je fais CTRL-S, donc là, j'ai créé l'instance mon livre 2 de la classe livre. Donc maintenant, je vais voir si ça fonctionne. Donc là, théoriquement, sur l'instance de classe qui est mon livre 2, donc qui vient de la classe livre, je vais pouvoir appeler la méthode emprunter livre et acheter livre depuis l'instance de classe. Depuis l'instance. Donc là, si je sélectionne mon livre 2, CTRL-C, CTRL-V, point. Si je fais emprunter livre, CTRL-S, on voit que dans le console, j'ai livre qui peut être emprunté. Donc ça fonctionne. Donc là, j'ai rattaché donc la fonction que j'avais mis dans la variable option livre. Je l'ai bien rattachée par le biais de object assign. J'ai bien rattaché à la classe livre par le biais de son prototype, quoi. Donc ça fonctionne. Et si je fais mon livre 2.acheter livre, par contre, on voit que l'autocomplétion marche mal parce que là, on a juste ABC, ça c'est du texte, ça. On voit pas la méthode. Il faut le faire à la main, quoi. Acheter livre, donc c'est acheter livre tout court. Voilà. Et si je fais CTRL S, on voit que livre qui peut être vendu. Donc pour revenir encore sur object.assign et livre.prototype et option livre, je vais rajouter que de ce qu'on avait pu lire précédemment dans l'FDN, il n'y a pas d'héritage entre le mixin et les classes. Il y a juste une extension des propriétés du prototype des classes. Voilà. Sur livre.prototype, on va rajouter donc toutes les propriétés qu'il y a dans option livre. Donc ici, les propriétés, c'est des méthodes, des fonctions. Donc voilà pour les mixins. Donc c'est ça qui permet de faire l'équivalent de mixin. Donc pour éviter de dupliquer le code dans toutes les classes et sans faire des héritages de classes.
on peut l'implémenter sur toutes les classes, donc avec les mixins.